Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Alsace. Voix et Libre exceptionnelle aujourd'hui. Nous sommes posés au cœur de la foire du livre de Saint-Louis, 32e édition. Une foire qui est investie par France 3 Alsace d'une certaine manière depuis hier soir et pour toute la journée encore. On a plusieurs rendez-vous à vous proposer aujourd'hui. On est ensemble et en direct jusqu'à 12h15. On se retrouvera tout à l'heure encore une fois à 16h15. C'est la deuxième année qu'on se pose comme ça à la foire. Savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est d'abord pour vous, parce que vous étiez très nombreux à venir ici l'an passé et à nous regarder aussi sur France 3 Alsace, et aussi parce que, il faut le dire, l'équipe ici est absolument exceptionnelle à Saint-Louis. Alors je vais commencer par des remerciements, même si en général on les met plutôt en fin d'émission. Frédéric Vitou, il faut parfois bousculer les conventions. Bien sûr, la vie c'est la rupture de toutes les conventions, et les conventions c'est parfois la mort. Vous êtes le président de cette foire cette année, vous êtes essayiste, romancier, académicien, vous avez accepté la présidence de la foire du livre de Saint-Louis. Quand on est venu vous chercher, ça se passe comment? On devient président écoutez, comment? on me l'a proposé, j'en ai été très ému, très honoré bien entendu, et je l'ai accepté avec plaisir, sachant bien que cette proposition, cette nomination n'a aucun sens au point de vue de dire un bon écrivain par rapport à d'autres. La littérature, c'est pas le tiercé, il n'y a pas premier, deuxième, troisième. Mais simplement, voilà, comme peut-être un coup de chapeau, et ça m'a beaucoup touché. Et je l'ai accepté avec grand plaisir. On va être ensemble pendant toute l'émission. Vous êtes mon consultant en voilà, tout. Si vous voulez, mon chevalier, si vous voulez bien. J'en serai honoré et ravi. Voilà, on va avoir un certain nombre d'invités aujourd'hui. Ils vont arriver. Et puis, d'abord, je vais vous présenter aussi quelqu'un qui va être avec nous aussi pendant toute l'émission. Il s'appelle Joël Cimarron. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes illustrateur. C'est ça, donc je suis illustrateur pour la jeunesse, j'ai fait également de la bande dessinée. Et vous allez donc rester avec nous, on va vous voir travailler en fait tout au long de l'émission, parce qu'en plus vous travaillez d'une certaine manière, alors aujourd'hui c'est presque normal on va dire, mais les anciens ça les surprend, vous travaillez directement sur tablette. Oui, alors depuis peu en fait je travaille en numérique, donc je fais de la peinture numérique, ce qu'on appelle aussi le speed painting, que je pousse un peu plus pour la jeunesse dans les livres. Donc effectivement le principe est assez clair, on travaille directement sur un écran. Alors on a envie de dire, mais qu'est-ce que ça change par rapport à ces gouaches, à ces stylos, à ces crayons? Alors ça a quand même changé pas mal de choses parce qu'on peut aborder l'illustration avec on est plus détendu en fait, plus de spontanéité. On est moins stressé, on sait que c'est pas gravé dans la pierre. On peut toujours revenir en arrière effectivement, on peut changer des choses, effacer, et puis même tenter des choses qui comme ça nous viennent d'un coup, c'est pas mal. C'est un plus grand espace de liberté. C'est ça, voilà. C'est une manière de travailler qui vous surprend? Oui, mais ça me passionne. Je ne sais pas si à l'Académie française on dit, comment vous dites, speed painting. Speed painting, voilà. oui. Alors, on va dire de la peinture numérique. Hein. Voilà, l'impression numérique, mais c'est formidable. Vous savez, la France est un pays curieux parce que c'est le seul pays du monde qui a trouvé une traduction pour le mot computer. On dit en France ordinateur. Tous les autres pays du monde disent computer. On est les seuls à avoir trouvé ordinateur. Donc, on va peut-être trouver un nom pour le speed painting, et je vous félicite en tout cas. Avant de continuer cette émission, on va aussi vous présenter notre troisième complice. C'est important, il s'appelle Olivier Stéphan. Il se promène dans la foire, il va à la rencontre des uns, des autres, dans les recoins, dans les allées. Olivier Stéphan, où vous promenez-vous ? Évidemment, dans le salon de la foire. Et on va commencer toutes ces déambulations avec un ogre. On l'appelle le serial seller. Il vend des millions d'exemplaires. Joué dans plus de 50 pays, il est traduit en plus de 40 langues. Il vend des millions d'exemplaires. On dit de lui qu'il est l'un des 10 auteurs les plus vendus au monde. Et il est ici pour faire des dédicaces parce que c'est aussi ça, la foire de Saint-Louis, c'est le contact avec le public. Cet homme, si on y arrive, parce qu'il y a du monde, cet homme c'est Éric Emmanuel Schmitt. Il est ici. Éric Emmanuel, vous prenez votre micro. Bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est important ce contact avec ce public. C'est important le contact avec le public parce que moi je suis un homme qui vient du théâtre. J'ai d'abord écrit des pièces, donc je voyais 400 personnes ou 1000 personnes dans une salle réagir à mes phrases. Et comme tous les auteurs dramatiques et comme tous les acteurs, j'étais condamné à la lucidité. C'est-à-dire... Et ici, avec le public, en tant que romancier, c'est un peu un crash test. Quand on est romancier, on peut se raconter que les gens ont vu ça dans votre livre, ont ri, ont pleuré, et ne jamais le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est de venir et de rencontrer ses lecteurs. Alors, lorsqu'il y a des dédicaces comme ça, vous parlez un petit peu avec les gens, mais parfois vous avez des témoignages qui sont des témoignages importants. Les gens se confient.
Oui, parce qu'un écrivain, en fait, c'est un support de vie. Il m'est arrivé, par exemple, une fois, pour un livre qui s'appelle L'enfant de Noé, qui raconte l'histoire d'un enfant caché pendant la guerre 39-45, de voir une femme de 85 ans avec son fils de 40 ans, et devant lui dire « J'ai été une enfant cachée ». Et ça s'est passé comme dans le livre de Monsieur Schmitt, comme ça. Et lui pleurait à côté en disant « Mais maman, tu m'as jamais raconté ça ». Et elle dit « Je le raconte à Monsieur Schmitt pour que tu l'entendes ». Elle s'était servie de mon livre et de moi pour communiquer quelque chose d'essentiel. Et c'est ça la lecture, c'est ça la littérature. Et quand on est romancier, c'est important d'aimer les gens. Je pense que être romancier ou dramaturge, c'est explorer la complexité humaine, être passionné par le labyrinthe des hommes. Alors je sais qu'il y a des romanciers qui sont cyniques et qui prétendent détester la vie. Moi, j'affirme absolument le contraire. C'est parce que je suis passionné par les êtres humains que j'écris, parce que j'explore le cœur humain, la complexité humaine. Merci Éric Emmanuel. Merci à vous. Géraldine, on va continuer avec vous et je crois avec des histoires de couple. Effectivement, Olivier, on va parler d'amour, on va parler du couple avec 3 invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Madeleine Chapzal. Madeleine Chapzal est déjà en grande discussion avec Frédéric Vitou. Oh, on est à l'antenne, c'est à nous. Madeleine Chapzal, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. En tout cas, vous sortez une série de nouvelles, plus ou moins inspirées de votre vie. On va parler du couple à travers vos nouvelles. On a également Jean-Claude Kaufmann. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes sociologue, vous sortez Un lit pour deux, La tendre guerre. Vous êtes intéressé à la manière dont on utilise le lit aujourd'hui dans notre société. Et puis Jean Telet, Héloïse Houille, un livre qui fait beaucoup parler de lui, l'histoire d'Héloïse et Abélard, version un petit peu, on va dire, pour certains lettrage, pour d'autres érotique. Elle est en tout cas très documentée, ça on peut le dire. Jean-Claude Kaufmann, j'ai envie de commencer par vous. C'est une étude sur le lit dans notre société. Vous êtes allé finalement chercher des histoires vraies. À partir de témoignages, j'ai demandé aux gens de témoigner et c'est venu très vite, tout de suite. Il y a une envie de se raconter sur ce qui se passe dans le lit. C'est un grand univers de secrets. On passe quand même plus d'un tiers de notre vie dans ce lit-là. Et puis il y a un problème parce que il y a une contradiction. On a envie d'être près de l'autre, l'être aimé, le toucher, etc. Et en même temps, on a envie de son petit confort qui présuppose un petit peu d'espace. Et quand l'autre commence à bouger, à faire du bruit, etc., qu'est-ce qu'on va mettre en avant? L'amour ou bien le souhait de confort personnel? Alors, l'amour ou le souhait de confort personnel, Jean Telet, ça c'est une question qu'on se posait déjà au XIIe siècle, du temps d'Héloïse et Abélard. Très certainement, oui, ça n'a pas dû changer. Ça, à partir du moment que les lits ont été pour 2 personnes, et c'est à la fois on se rapproche et puis en même temps on voudrait chacun avoir son petit espace pour pouvoir dormir après. Je vous dis pas après quoi, vous m'avez dit tout à l'heure qu'on était à une heure de grande écoute. Parce qu'on vous a entendu dans certaines émissions, on a pu lire des extraits et tout. On va peut-être pas le faire aujourd'hui, les enfants ne sont pas couchés. C'est un livre à teneur érotique qui est aussi très drôle, mais aussi très documenté. Vous vous êtes aussi, du coup, plongé dans l'histoire d'Héloïse et Abélard, mais aussi dans la manière de vivre un amour très moderne à cette époque-là. Oui, parce que Héloïse avait instauré une doctrine dans leur couple, dans le couple avec Abélard, c'est tout ce que tu me fais, je te le fais. Tout ce que je te fais, tu me le fais. Réciprocité des plaisirs, elle disait. Ce qui fait qu'au moins, c'est pour ça qu'on dit que c'est sans doute la première féministe d'Occident et que Abélard était vraiment pas un macho pour le coup, puisqu'il acceptait tout, quoi. Alors Madeleine Chapzal, oui. Jean Telet, dit Héloïse, dans Héloïse et Abélard, était la première féministe de l'Occident. Ça vous... Je l'apprends, je le découvre. Je croyais que c'était Ève, la première féministe. Ève n'est pas née en Occident, en admettant qu'elle soit née. C'est vrai. Moi, je suis très intéressée par le livre sur le lit. Sur le lit. Et pourquoi ça vous intéresse, le lit? Parce que j'adore mon lit. Ah. C'est mon refuge, c'est l'endroit où je rêve, où j'ai des idées. Je dis mon lit, mais tous les lits. C'est à tel point que quand je vois un lit à la télévision, j'ai envie d'aller me coucher tout de suite. Frédéric Vitou, le lit, ça vous inspire aussi? D'abord, je crois que, et Dieu merci, ce n'est pas le sujet de votre livre, mais il ne faut pas oublier que le lit est quand même l'endroit le plus dangereux du monde, comme le faisait remarquer je ne sais pas qui,
parce que c'est statistiquement l'endroit où les gens meurent le plus souvent. Donc c'est tellement... le lieu le plus dangereux. Oui, mais c'est beaucoup de choses. Il se passe tellement de choses dans le lit. On fait de plus en plus de choses dans le lit aujourd'hui, quoi. On se détend, on lit, on travaille, on mange de plus en plus, et pas seulement petit déjeuner. Il arrive qu'on y meure aussi. Et puis la position du gisant, c'est la même que celle de la personne qui dort, quoi. Mais c'est un très très beau sujet que le lit et voilà. Alors, et puis après, il y a un rapport avec la lecture parce qu'on lit aussi. On lit dans son lit. Alors, il y a une chose intéressante aussi dans votre étude, c'est que le lit est de plus en plus grand dans notre société. Parce qu'on a besoin d'espace dans son lit, Madeleine Chapzal. Le lit est de plus en plus grand dans notre société. Oui. Moi, j'adore les lits immenses, où il y a beaucoup de place, où on peut être à 2, à 3. Et puis, quand j'avais des chiens, mes chiens y avaient droit. Hein. Vos chiens avaient droit au lit. Absolument. D'ailleurs, ils le revendiquent. Hein. Votre voisin, je crois que c'est son chat qui prend de la place dans le lit, non? Oui, les chats aussi. peut prendre la place dans le lit aussi. Mais je pense que si les lits étaient peut-être plus étroits autrefois, mais là je parle sous votre contrôle, c'est parce qu'il faisait froid et les gens avaient besoin de se tenir chaud. Et donc en se serrant, et même dans les hôpitaux, il y avait aux hospices de Beaune par exemple, on voit les malades étaient plusieurs dans le même lit. Alors si on remonte au Moyen-Âge, là on change de civilisation par rapport au lit. Alors déjà dans les classes nobles, il y avait le lit de monsieur et le lit de madame, la chambre de monsieur et la chambre de madame, mais pour la masse de la population, c'était la pièce unique très souvent avec un grand lit. Et on se serrait dans le lit, y compris quand passait une personne de la famille, voire un voyageur simplement de passage qui dormait. Donc là, c'est une autre époque totalement différente. La chambre matrimoniale, vraiment, ne date que de la fin du 19e siècle. Jean Tellet ? Oui. Vous avez étudié ce 12e siècle. Héloïse et Abélard avaient quand même des lits séparés au départ. Non, là, il semblerait qu'ils avaient un lit chez le chanoine Fulbert, où ils se sont beaucoup retrouvés, qu'ils ont eu tendance à beaucoup démolir parce qu'ils y étaient très actifs, jusqu'au moment où Fulbert, l'oncle d'Héloïse, les a surpris et a décidé de faire châtrer Abélard. Voilà. C'est une triste histoire. Bah ouais, triste. Ah! Ce lit, vous parliez aussi dans votre étude que de plus en plus on fait chambre à part avec l'âge qui avance parce que voilà, c'est plus forcément toujours très confortable de dormir avec quelqu'un qui éventuellement va ronfler, va faire du bruit. Mais à la base du couple, il y a l'acceptation de la différence, quoi. L'autre est différent, hein, même si on a l'impression que c'est un double de soi-même. Et petit à petit, dans cet endroit de proximité intime, surtout quand le sommeil se dégrade, eh bien, les manières de l'autre qui bouge plus, qui a froid alors qu'on a chaud, qui fait du bruit. Il y a la respiration, par exemple. La magie de l'amour fait qu'on arrive à l'entendre sans l'entendre. Il y a une personne qui témoigne qui dit « c'est ma petite musique de nuit », par exemple. Et là, s'il arrive un jour que la petite musique de nuit, si ça monte un petit peu d'un cran, on fait une fixation dessus et on n'arrive plus à dormir. Donc là, il y a le souhait de s'écarter un peu. Parfois, une chambre est disponible, on pourrait faire chambre à part, mais c'est inavouable aujourd'hui. C'est un tabou absolu. Faire chambre à part signifierait que le couple est mort. Or, c'est pas le cas. On peut tout à fait, si on réorganise l'échange, faire chambre à part et inventer le fonctionnement du couple différemment. Jean Tellet, il n'a pas l'air tout à fait séduit par cette affaire-là. Non, mais c'est pas un modèle général. Quitte à faire chambre à part, je préférerais faire carrément appartement à part à ce moment-là. Il faut avoir les moyens, du coup. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quitter l'autre. Voilà. Ce sont les femmes qui sont en demande de la chambre à part. Mais massivement. Les hommes s'accrochent au lit commun. Vous entendez ça, Madeleine Chapzal ? Les femmes, en général, quittent le lit conjugal, ont besoin d'un espace à elles avec le temps qui passe. Vous comprenez ça ? D'abord, on quitte l'homme. Alors évidemment. Mais pas forcément, justement. On fait chambre à part parce qu'on a envie de dormir tranquille. Mais j'étais en train de me dire que ma mère est morte dans son lit, chez elle, mon père aussi, et qu'effectivement, vous avez raison, on meurt souvent dans son lit, mais on y naît aussi. Autrefois, les gens naissaient à la maison et dans leur lit. Mon père est né chez sa mère. Donc on pourrait en parler indéfiniment. Hein. C'est vrai, mais c'est ce que c'est en train de se dire finalement, toute une vie se déroule autour du lit. Voilà. Vous le ressentez aussi comme ça ? Oui, je crois, oui, en effet. Mais je crois qu'on peut faire chambre à part et lit commun. C'est-à-dire que quand monsieur va rendre visite à madame, ou le contraire, là il y a quelque chose qui se passe. Alors que si des gens qui dorment pendant 30 ans dans le même lit sans se voir, c'est peut-être parfois plus glacial que monsieur qui va rencontrer madame, ou l'inversement. Et où là, il y a tout un cérémonial érotique qui peut être assez délicat, parce qu'après tout, l'érotisme, c'est aussi l'obstacle.
et une porte de chambre peut être un obstacle, donc quelque chose de délectable à transgresser. Ah, voilà tout un programme. Je crois que c'est sur cette jolie réflexion qu'on va terminer cette discussion. Jean-Claude Cossan, en plus, je crois que vous vous êtes attendu pour une rencontre avec le public, donc on va vous laisser filer très rapidement. Les uns les autres, mais non, vous, Frédéric Vitou, vous restez avec moi, hein. Surtout, vous ne partez pas. Je vous laisse rejoindre aussi vos stands. Je crois qu'il y a énormément de gens qui vous attendent, Jean Telet, aussi pour signer. Merci, Madeleine Chazal. Et on va rejoindre Olivier. Olivier, je crois que vous êtes avec, toujours dans cette thématique du couple, un couple dans lequel on ne connaît pas forcément très bien un des deux membres. Ben oui. Regardez au-dessus, c'est l'univers de la BD. Dans l'univers de la BD, on parle souvent, quasiment toujours, du dessinateur, et puis on oublie le scénariste. Mais regardez là-bas, ici, là. Pardon monsieur, vous permettez, regardez ici. Régis Sautière, ici. Une 50aine de livres à son actif déjà, une 15aine de dessinateurs travaillent avec lui. Ça fait des couples. Régis, vous prenez votre micro. Bonjour. Vous, quand vous travaillez avec des dessinateurs, ça part d'une envie. Oui, toujours. Ouais. Une envie mutuelle, j'espère. D'abord une envie de travailler ensemble, puisqu'on a le métier d'auteur de bande dessinée, un métier qui a le grand avantage de nous offrir une liberté à la fois dans le choix des sujets qu'on va aborder, mais surtout dans le choix de nos partenaires. Et c'est vrai que chaque fois que je travaille avec un dessinateur, il faut d'abord qu'il y ait une envie mutuelle de se découvrir. Tout à fait, une envie mutuelle de se découvrir et puis qu'on se sente bien ensemble, qu'on ait envie de travailler ensemble. Il faut que j'apprécie son travail, il faut qu'il apprécie le mien, voilà. Mais en même temps, ça vous arrange ces couples? Oui, tout simplement parce qu'en fait, je suis incapable de travailler tout seul. Je m'en suis rendu compte au tout début de ma carrière parce que d'abord, j'ai essayé de me lancer dans l'écriture de romans. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'étais incapable de m'obliger à travailler. Or, quand on écrit un roman, on est tout seul et il n'y a personne qui vous attend. Et donc, si vous n'avez pas la volonté suffisante pour tous les jours vous mettre sur votre table de travail, ça n'avance pas. Dans la bande dessinée, en fait, on travaille à deux et ça a le double avantage, je trouve, déjà de vous pousser et d'avancer ensemble, de motiver, et en plus de ça, d'avoir quelqu'un qui va avoir un premier regard sur mon travail et qui va coécrire en quelque sorte l'histoire avec moi, puisque l'écriture en bande dessinée, c'est aussi avant tout une écriture par et avec le dessin. Alors justement, quand on regarde tous les dessinateurs avec lesquels vous travaillez, on voit bien que ce sont des styles différents. Et quand il y a des styles différents comme ça, en fait, vous, ça vous contraint, ou alors ça vous ouvre des horizons, ça vous oblige à sortir de votre propre style et à changer l'histoire, à changer la façon d'écrire. Les deux à la fois, c'est-à-dire que ma première source d'inspiration, en fait, c'est le dessin du dessinateur, c'est l'univers graphique en fait qu'il a développé. Si on regarde La Guerre des Lulu ou Abélard par exemple, où on est sur un dessin animalier, Renaud Dilly en fait a développé un univers qui lui était propre. Donc avec ce genre de dessin, mais aussi avec toute une forme de poésie. Et quand j'ai écrit l'histoire d'Abélard, en fait, je l'ai vraiment écrit pour ce dessinateur. Et donc c'est à la fois une contrainte, effectivement, mais c'est aussi quelque chose qui m'oblige à sortir de moi-même, d'aller chercher des idées que je ne serais pas allé chercher naturellement si j'avais écrit uniquement pour moi. Et voilà. Et donc à partir de ça, c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler comme ça avec des dessinateurs qui sont très très différents. On comprend bien, Régis, que vous n'êtes pas tout seul. En fait, il y a plusieurs Régis Sautière. Et si vous venez à ce stand, en fait, je ne sais pas lequel vous verrez. Ça dépendra du style que vous aurez à ce moment-là. Du livre que vous choisirez. Géraldine, vous avez un nouveau plateau. Et oui, merci Olivier. On vous retrouve un petit peu plus tard. On va parler voyage cette fois-ci. Frédéric Vitou, je vous emmène en voyage. Vous choisissez plutôt une traversée du désert ou une plongée sous la glace avec moi? Plonger sous la glace avec vous, histoire de se réchauffer avec vous et à votre chaleur et votre sympathie. Voilà. Moi, je suis pas sûre de plonger sous la glace parce que j'avoue que c'est quelque chose qui m'impressionne. En tout cas, ils sont là sur le plateau avec nous. Nous avons Sylvain Augier. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Vous publiez Faut rêver, une série de souvenirs de vos pérégrinations, de vos aventures, y compris de télévision, de motards, etc. Avec nous avons également Philippe Fray. Alors c'est votre voisin qui traverse les déserts. Regardez comme il est bronzé. Vous êtes un passionné désert, vous les traversez presque tous en solitaire. On va en parler tout à l'heure. Et notre troisième invité, c'est Alban Michon. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en bleu, c'est vous qui plongez sous l'eau, comme ça c'est bien. Tout le monde a repéré, vous plongez sous les glaces. Exactement, ouais, ça change un peu. Alors vous avez en commun, les deux explorateurs, une forme de prise de risque. Vous en êtes conscients l'un et l'autre? Alban Michon,
Alors, moi, je considère pas prendre des risques. C'est vraiment quelque chose de très réfléchi. C'est quand même, quand on part en expédition, c'est quand même 1 an et demi, 2 ans de travail. Donc c'est quand même voilà, on n'y va pas comme ça au hasard. On sait exactement où on va. Et après, la différence entre un voyage et une expédition, c'est cette petite part de folie, effectivement. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas n'importe quoi. On est des bons artisans. On fait notre travail comme un maçon construit un mur ou un plombier répare une plomberie. Hein. C'est un travail. C'est un travail bon. Après, vous faites une distinction entre voyage et expédition. Bon, voyage, on peut emmener des gens pour visiter, pour plonger, on prépare. Vous, quand vous partez, certes en expédition, vous préparez, mais vous savez que vous vous exposez quand même à un certain nombre de dangers. Là, vous vous faites attaquer. Passion désert, là, votre livre de témoignages, c'est quand même une série d'embrouilles. Hein. Oui, mais c'est normal. Moi, j'ai passé pratiquement toute ma vie dans le désert. Donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ans et puis donc ça fait 35 ans que je vais dans le désert. J'y suis au moins 6 à 8 mois par an. Donc c'est normal qu'il vous arrive des trucs. C'est normal, c'est sur la durée. C'est normal, mais bon, alors de là à se faire attaquer, mitrailler, dépouiller, vous allez quand même sur des chemins où vous savez que vous ne rencontrez pas que des enfants de cœur. Oui, mais si vous allez dans les déserts d'Afghanistan, dans les déserts d'Iran, dans les déserts du Pakistan, vous vous doutez bien que vous aurez des problèmes, ça c'est certain. Maintenant, personne ne vous oblige à y aller non plus. Quand vous emmenez des gens en voyage, on les emmène pas en Afghanistan, c'est sûr. Mais là, on est obligé de calculer en fait le risque pour eux. Bon, on met la barre beaucoup plus bas, mais c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé qu'on prenne un risque pour soi ou pour les autres, même s'il est très très réduit, c'est la même chose. C'est le même principe. On est obligé de faire en fonction des possibilités de chacun. Alors, Sylvain Augier, là, il nous emmène tous les deux dans des mondes un peu extrêmes. Ce que vous racontez, vous, dans vos aventures, c'est pas forcément des moments aussi forts, mais ça vous interpelle, ça vous fait rêver de les voir comme ça aller au bout du monde d'une certaine manière. Moi, je suis allé au bout du monde aussi. Je raconte dans le livre quand j'ai vu une aurore boréale dans le Grand Nord canadien, un vol de cigogne dans le désert du Sinaï, une plongée incroyable en mer Rouge, une tempête en Patagonie. C'est vrai que moi, j'avais retenu un Paris-Toulouse à moto un peu fou. Ça fait aussi partie, un repas incroyable en Corse. C'est vrai que je m'étais attachée à ces petits moments délicats, mais il y a aussi des moments du bout du monde. Est-ce qu'on arrive facilement à raconter ces émotions qu'on a, comme ça, quand on est un privilégié devant un spectacle de la nature? C'est pas toujours facile de le passer à travers les mots. Alors l'idée et le souvenir viennent tout seuls. Ce qui est dur, c'est d'écrire. La phase de l'écriture est ingrate. C'est un moment solitaire. Mais ce qui est agréable, c'est d'avoir écrit, pas d'écrire. Une fois que le livre est terminé, on est ravis. Mais au moment de le faire, c'est plus dur. Écrire, vous écrivez pendant vos voyages, Philippe Fray? Vous écrivez non, j'ai sur pas place? Non, mais Alban serait d'accord. On n'a pas le temps. Alban, il est sous l'eau, il risque pas d'écrire pendant qu'il explore. Mais on est tellement stressé. Voilà, on n'a pas le temps. C'est-à-dire quand on est en expédition, on est en expédition. Vraiment, chaque minute, on est occupé. En fait, c'est bizarre parce qu'on est stressé. C'est une forme de stress, en fait. On est tellement occupé à penser à 1000 choses en même temps. On a l'esprit qui déborde d'énergie et on n'a pas le temps d'écrire. Alors on écrit après ou on écrit avant, mais pendant on peut pas. Alors on se met dans quel état quand on revient? On essaye de revivre moment par moment ce qu'on a ressenti. Je suis rentré hier. Hier j'étais dans le désert de Namib en Namibie et là je me retrouve au salon du livre de Ça doit vous Saint-Louis. faire un sacré choc. C'est avec plaisir, mais ça fait un choc quand même. Beaucoup tous les voyageurs, moi qui suis un sédentaire absolu, comme les écrivains qui sont d'abord écrivains avant d'être ceux qui relatent leurs aventures. Vous savez, c'est Proust qui disait, Marcel Proust, les livres sont les produits de la solitude et les enfants du silence. Donc je crois qu'en effet, on est dans la sédentarité, on trouve la solitude et le silence. Et en même temps, j'admire mes 3 interlocuteurs qui, précisément par des voyages, non seulement ont vu le monde, mais aussi se sont changés eux-mêmes en voyant le monde. Et c'est ce changement personnel, car on ne voyage pas dans le désert impunément sans être profondément transformé. Hein. Le voyage dans le désert, c'est une vieille tradition, même presque religieuse. Et a fortiori, sous la glace, c'est un autre monde qui me fait rêver aussi. Et donc la part du rêve, c'est aussi l'écriture, c'est aussi le deuxième temps pour vous. Et je crois qu'il est important, puisque grâce à ce deuxième temps, on peut partager un peu vos expériences. Alors vous parlez de la part du rêve. Sylvain Augier, votre livre s'appelle « Faut rêver ». Alors il y a évidemment une référence à « Faut pas rêver », mais qu'est-ce que vous voulez dire par « Faut rêver » ? Alors c'est le clin d'œil avec « Faut pas rêver » que j'ai animé pendant 10 ans, effectivement. Ce qui fait rêver, c'est l'ailleurs. On n'est pas obligé d'aller très loin. J'ai rendez-vous avec Sœur Emmanuelle un jour dans sa maison de retraite. Je la découvre, c'est une femme que j'oublierai jamais, qui m'a beaucoup marqué. C'est une rencontre. Vous avez d'ailleurs écrit un livre avec elle. Pardon, oui, je vais consacrer un livre, oui. À sa mort à 100 ans.
j'ai décidé de lui consacrer un petit livre que j'ai apporté avec moi d'ailleurs, et qui est un grand bonheur à feuilleter pour découvrir cette femme hors du commun. Alban Michon, l'exploration sous la glace, c'est quelque chose que vous faites découvrir aux gens qui viennent frapper à votre porte. Il y a une école à Tignes. Exactement, oui, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est toujours le partage, cette idée de découverte. Et on a une école de plongée donc à Tignes, et l'hiver, quand le lac est gelé, on emmène les gens, leur faire découvrir cet univers, ouais, effectivement. Qui vient vous voir pour plonger sous la glace ? Alors des plongeurs qui souhaitent voir un petit peu, découvrir une nouvelle expérience, mais aussi bien des gens qui n'ont jamais plongé de leur vie. Et c'est ça qui me plaît, c'est vraiment de dire, mais venez découvrir la plongée sous glace, c'est pas quelque chose forcément d'extrême, ça peut être aussi accessible au plus grand nombre. C'est étonnant parce que quelqu'un qui n'a jamais plongé, on se dit il va aller apprendre à plonger dans les Caraïbes, voir des poissons de toutes les couleurs, ça va être merveilleux, facile, il fera chaud. Oui, mais c'est aussi une possibilité d'aller aux Caraïbes, hein. Mais à Tignes aussi c'est quelque chose de très sécurisé, vraiment très facile. Les gens, vous savez, ils sont équipés de combinaisons étanches, ils n'ont pas froid, donc le fait d'évoluer dans de l'eau à 1 degré et de ne pas ressentir le froid, on profite totalement du paysage. Il y a de prochains voyages prévus dans le désert. Je crois que vous repartez assez rapidement. Des groupes sont déjà constitués. Oui, je plongerai jamais sous la glace. Ah tiens, alors c'est intéressant parce que du coup j'ai envie de poser la question d'abord. C'est l'opposé. Pourquoi vous ne plongeriez jamais sous la glace? Et puis est-ce qu'Alban Michon serait prêt à aller dans le désert? Alors non, mais c'est-à-dire on peut pas demander à son corps quelque chose de son contraire. Hein. C'est difficile. Donc moi ça fait pratiquement toute ma vie, je me suis façonné au chaud, à supporter la chaleur, à essayer de ne pas boire, à manger le moins possible. Maintenant, si on me demande le contraire, ça va être difficile. Mais je respecte, mais pour moi, ça va être difficile. Et effectivement, là, bientôt, dans 15 jours, on va partir avec plusieurs, donc avec une logistique mongole et chinoise, traverser un des 3 déserts de Gobi, parce on dit tout le temps le désert de Gobi, mais il y a au moins 3 déserts de Gobi importants, et aucun n'a jamais été traversé d'ailleurs, hein, contrairement à ce qu'on dit. Et on va le faire en chameau, donc avec des chameaux à 2 bosses. Donc c'est une expédition assez longue, assez dure à mettre en place. Donc on va partir pendant 1 mois avec des chameaux et des chameliers mongols, traverser ce désert de Gobi. Alors très rapidement, Alban Michon, vous seriez partant, vous, pour le désert? Alors en fait, tu as entièrement raison, c'est-à-dire que moi je ne suis pas préparé psychologiquement pour aller dans le désert, j'ai peur d'avoir trop chaud, et comme tu le dis si bien, c'est qu'on se prépare effectivement pour... Moi le froid c'est mon truc, et j'ai toujours peur d'avoir trop chaud, de ne pas savoir comment faire pour me protéger. En revanche, quand j'ai froid, je peux me protéger en rajoutant des couches éventuellement, donc je respecte aussi, et je tape. Alors la conclusion de tout ça, c'est que ces deux-là sont pas prêts à partir en vacances, ouais, ou alors dans une zone tempérée, il faudra trouver quelque chose. Restez donc en Alsace, ça ira très bien. Frédéric Vitou, alors finalement désert ou glace au dessert? Écoutez, à la réflexion, je me demande si la pure dilatation de l'espace du désert, cette aventure du désert, ne me rassurerait pas plus que la plongée sous la glace, parce qu'il me semble là qu'on est dans la claustrophobie absolue. Déjà dans un univers étranger, l'eau, et on ne peut même pas remonter à la surface pour respirer. On a un toit au-dessus, un toit de glace. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de terrorisant dans plonger sous la glace avec un toit qui vous empêche de ressortir à l'air libre. Alors bien sûr, il y a des trous, et heureusement, on ressort par où on est rentré, je pense, ou ailleurs. Mais c'est quand même une expérience qui me semble extrême et qui peut-être m'angoisserait. Mais l'angoisse est peut-être aussi une partie de l'expérience et de l'enrichissement aussi. C'est alors possible. on va vous désangoisser parce qu'on va partir dans un autre voyage beaucoup plus facile à vivre. On va aller rejoindre Olivier. Lui, il s'intéresse à Berlin. Berlin qui est ville invitée de cette foire cette année. Oui, et d'ailleurs c'est marqué sur la couverture de ce livre. Vous voyez sous mon pouce, là, au-dessus du pouce, Berlin. Et l'auteur de ce livre qui s'appelle La robe de Anna, c'est Pascal Hugues qui est ici. Et elle a réussi avec ce livre une prouesse, c'est-à-dire qu'en racontant sa rue, parce que La robe de Anna raconte la rue de Pascal Hugues, eh bien, en racontant sa rue, sur un siècle à peu près, à partir de 1904, on arrive à comprendre tout ce qui est arrivé en Allemagne à partir d'une seule rue. On comprend la psychologie des personnages, enfin la psychologie des gens qui ont vécu, on comprend ce qui est arrivé à l'Allemagne. Et ça c'est particulier parce que finalement Berlin c'est pas vraiment l'Allemagne. C'est ce que disent les Parisiens et les Français qui n'aiment pas beaucoup l'Allemagne parce que c'est considéré comme un pays assez ennuyeux, trop riche, trop confortable. Et donc l'Allemagne, c'est l'exception. C'est une ville cassée, c'est une ville où il se passe plein de choses. C'est une ville, comme disait son ancien maire, qui est pauvre mais sexy. Et donc qui attire les jeunes du monde entier.
et surtout les Français. Et en même temps, Berlin, c'est évidemment l'Allemagne, parce que c'est sa capitale, parce que toute l'histoire allemande est passée par Berlin. Et donc, quand on regarde votre rue, puisque vous y avez vécu, vous avez fait des études sur l'architecture, des recherches sur l'architecture, rue qui a été construite en 1904, qui a été détruite au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Au début, c'était une rue bourgeoise. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, ça devient une rue petite bourgeoise. Et vous partez à la recherche des habitants de cette rue et ça permet de comprendre l'histoire de l'Allemagne. Oui, parce que quand on arrive en Allemagne, tous les Alsaciens connaissent ça. Quelles que soient les villes allemandes, que ce soit Berlin ou une autre, les rues sont cassées. À Paris, en France, à Strasbourg, les villes n'ont pas été bombardées. En Allemagne, ma rue, les 3/4 ont été bombardées. Donc on se pose forcément la question, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé avec les habitants? Et vous partez à la recherche des gens et vous rencontrez des gens qui ont des destins, en tout cas ceux qui ont survécu à cette rue, que vous avez retrouvés, ont des destins fabuleux. En fait, ce sont des gens qui sont d'une autre dimension. Ouais. C'est les destins du XXe siècle, c'est-à-dire entre les femmes violées après la guerre, les gens qui sortent de chez eux, qui sont cachés dans la cave et qui sortent de chez eux, la rue entière est détruite et il n'y a plus rien. Il n'y a plus un album de photos, il n'y a plus un meuble. Les gens qui ont perdu leur père pendant la guerre. Évidemment, le destin des Juifs de ma rue. Il y a 106 Juifs qui ont été déportés dans ma rue. Et j'ai réussi à retrouver, ça a été extraordinaire, aux 4 coins du monde, des Juifs qui étaient partis quand ils étaient adolescents, qui avaient émigré aux États-Unis, en Israël. Et donc, aujourd'hui, en 2015, votre rue est en train d'être reconstruite. Alors, elle se boboifie, elle revient finalement à ce qu'elle était auparavant, d'ailleurs contre l'avis des habitants qui y sont. Et ce destin de cette rue, on s'en rend compte, finalement, c'est un petit peu la boucle de l'histoire de l'Allemagne. C'est une boucle du livre, et dans cette boucle rentre l'histoire de l'Allemagne. Et je crois maintenant qu'on va parler politique avec vous, Géraldine. Oui, Olivier, on va parler politique. Je peux vous dire que c'est déjà très animé sur le plateau parce que mes invités, en rigolant, me disent « Ah, mais on se supporte pas » et en fait, il ne faut que rigoler tous les trois. Je vais vous les présenter. Nous avons avec nous Jean-Marie Ponto du journal L'Express qui vient pour son livre les grandes affaires de la Ve République, qui est une 2e édition puisque le temps passe et les affaires continuent. Voilà. Philippe Torreton, bonjour, prenez un micro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cher François, lettre ouverte à notre président de la République actuelle, lettre pas forcément très tendre, mais très drôle quand même. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée, je peux vous le dire. Et puis, avec nous également, Jean-Louis Debré. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça pourrait s'appeler Cher Jacques. Ça pourrait s'appeler Cher Jacques, mais c'est beaucoup plus sympathique avec Jacques que Philippe Torreton ne l'est avec François. Mais oui, mais je comprends pas pourquoi il est méchant avec François. Faut le lire d'abord, et puis après, vous comprendrez. Bon, est-ce que vous estimez être méchant avec lui? Parce que bon, on va peut-être rappeler quand même ce qu'est ce livre. Ce sont donc des lettres ouvertes que vous avez écrites le soir, le matin, en loge de maquillage, pendant vos tournées. Lettres ouvertes pour, après son élection, pour suivre petit à petit ce que vous ressentiez dans l'actualité. Et ce que vous ressentiez n'était pas forcément à la hauteur de ce que vous espériez, on va dire. Non, même si j'en espérais pas grand-chose, mais c'est vraiment un journal de bord d'un citoyen concerné. Donc et un citoyen qui vote, qui n'a jamais raté un rendez-vous électoral, et un citoyen qui réclame finalement une certaine naïveté. C'est-à-dire que je crois aux hommes politiques. Je crois, quand on me parle, j'ai tendance à croire. Et donc quand on ne tient pas ses promesses, ou quand on fait autre chose, ou quand on change de cap, là je m'indigne. Mais c'est seulement parce que je les crois que j'ai le droit de m'indigner. Quand on pense, si on se réfugie derrière le côté, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, que le temps d'une campagne, c'est un temps un peu de foire, comme il y a des foires aux livres, il y a des foires aux idées, et puis on va à la pêche, aux électeurs, etc. Moi, je supporte pas ça. Moi, je crois que l'élection électorale, c'est un engagement vis-à-vis du peuple. Alors, vous dites très clairement, je suis déçu, dépité, désappointé, consterné, accablé, je me sens trompé, berné, trahi. C'est fort quand même. Oui, mais ce qui arrive est fort aussi. Personne ne l'a obligé à faire le discours du Bourget. Personne ne l'a obligé à dire « mon ennemi, c'est la finance ». Personne. Ni moi, ni personne. Il l'a dit. Et on voit ce que ça donne après. Personne ne l'a obligé à soutenir qu'il fallait absolument donner le droit de vote aux étrangers extracommunautaires aux élections locales. Projet abandonné, enterré le lendemain de l'élection européenne. On a vu le FN faire des scores quasiment historiques. Donc c'est un petit peu un « je vous ai compris » version Hollande vis-à-vis des électeurs du Front National. Personne n'oblige à faire ça. Donc c'est pour ça que c'est pas de la méchanceté, c'est des yeux ouverts.
C'est des yeux ouverts, et j'ai une langue, j'ai une plume, je le dis, et j'invite tout le monde à faire pareil. Alors, les yeux ouverts, Jean-Louis Debré, est-ce que vous les avez eu de la même manière quand vous écrivez sur Jacques Chirac, que vous adorez, on va dire, que vous admirez, non? C'est un livre qui lui rend hommage. L'affection, parce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas en politique, qui est la reconnaissance. Et moi, j'ai à son égard beaucoup de reconnaissance. Je dis simplement que, naturellement, on peut être déçu de la politique. Mais quand on arrive au pouvoir, on est confronté à des réalités. Et il y a deux attitudes possibles. S'enfermer dans un certain nombre d'engagements qui vont mettre votre pays en dehors des réalités, ou confronter à la réalité, comprendre celle-ci pour remettre votre pays en marche. Alors, le problème est très difficile. Trouver un équilibre entre l'engagement qu'on a pris et la réalité qu'on trouve. Et c'est ça la politique, c'est ça l'action politique. C'est là où on attend l'homme politique. Est-ce que l'homme politique qui a pris des engagements va être suffisamment honnête pour ne pas enfermer son pays dans une impasse parce qu'il est confronté à des réalités différentes de celles qu'il estimait trouver? Jean-Marie Ponto, comment vous les entendez tous les deux là? Mettez le micro nous, bien si proche. vous voulez, nous, dans le livre, M. Debré parle de l'honnêteté. Et c'est un petit peu le thème de notre livre. Ah oui, le problème, c'est qu'on est sur les affaires, quoi. Voilà, nous, on est sur les affaires, on est sur tout ce qu'il y a. Parce qu'on parle beaucoup des affaires judiciaires, il y a des affaires en perpétuellement. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est raconter que depuis le début de la Ve République, sous tous les pouvoirs, il y a eu des affaires judiciaires. Et il y a eu des affaires d'État. Alors, on a condensé, avec Philippe Broussard, tous les articles de l'Express qui racontent chaque étape de tous les présidents, du général de Gaulle même, du général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Sarkozy. On le met à jour. Aussi les affaires de Jacques Chirac et celles de François Mitterrand. Alors, ça ne concerne pas évidemment tous les hommes politiques. Il y a beaucoup d'hommes, et même la majorité, qui sont honnêtes. Mais c'est intéressant de revenir et de montrer comment a évolué l'action judiciaire par rapport aux hommes politiques, par rapport au pouvoir. Et ça a beaucoup évolué. Et M. Debré, il reste encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, beaucoup. D'ailleurs, quand vous prenez l'histoire de la République, de même que l'histoire de la monarchie, vous avez, parce qu'il y a des gens bien et des gens qui sont moins bien, il y a toujours eu des scandales et des affaires d'État. Mais pourquoi? La seule chose, mais pourquoi? Parce que l'homme politique est confronté et affronte des mondes qui sont des mondes de la finance, des mondes de l'argent, du monde du pouvoir. Mais toutes les époques, tous les régimes. Souvenez-vous, le scandale de Panama, souvenez-vous de l'affaire Dreyfus, souvenez-vous. C'est pas une raison. Et aujourd'hui, elles sont médiatisées. Se réfugier derrière ça. Je crois que, bien sûr, depuis l'aube de l'humanité, il y a eu des personnes désintéressées, des personnes honnêtes, et l'inverse. Simplement, ce qui compte, c'est les contre-pouvoirs. Ce qui compte, c'est la lenteur ou non de la justice. La dotation financière de ce ministère, qui reste malgré tout, par exemple, un des derniers en Europe. Le nombre de juges d'instruction par rapport aux habitants. On est un des derniers en Europe. Il y a des tas de pays qui sont devant nous. Et c'est tout ça qu'il faut voir. C'est que... ce qui a beaucoup monté quand même. Il y a eu des contre-pouvoirs. Vous parlez de contre-pouvoirs. Et je pense que quand on voit l'historique de ce qui s'est passé, il y a des vrais contre-pouvoirs qui sont installés. D'abord la presse, il faut être honnête. Et en particulier, malgré tout, depuis l'époque Mitterrand, où il y a eu un contre-pouvoir qui s'est développé. Et ensuite, la justice. Les juges, maintenant, frappent beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus haut qu'ils frappaient avant. Quand vous voyez les présidents mis en cause... Et pourtant, nombre de journalistes d'investigation se sentent bien seuls par rapport, isolés de leurs confrères. Je pense à Fabrice Arfi, je pense à Antoine Peillon, par exemple. Permettez-moi simplement... Je pense à Denis Robert, des gens qui se sentent totalement isolés, totalement délaissés, quand ils avancent sur certaines enquêtes. Permettez-moi simplement, au juge d'instruction que j'ai été pendant de très nombreuses années, qu'il y a une différence entre la rumeur et le fait de prouver judiciairement, juridiquement que quelqu'un est coupable. Alors attention de ne pas vivre dans ce monde où on a remplacé les preuves par des rumeurs. Il y a quand même eu de vraies affaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais attention aussi de ne pas vivre dans un monde où justement des verrous existent encore. Le verrou de Bercy, par exemple, le secret défense, qui reste une sorte d'entité noire comme ça, où la justice régulièrement se casse le nez sur non, ce. C'est pas, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Si, parce que c'est pas que moi qui le dis. Ce sont des gens très investis, très au fait. Cher Philippe Torreton, permettez-moi.
j'ai été juge d'instruction pendant longtemps, j'ai été ministre de l'Intérieur et je sais quelles sont les règles qui ont été fixées par la loi pour lever le secret défense. Ne soyons pas totalement naïfs. Il y a un moment, j'ai été ministre de l'Intérieur lorsqu'il y a eu des attentats islamistes en France. Et je sais combien il était essentiel par le secret défense de protéger un certain nombre de sources pour avoir des informations. Je ne dis pas qu'il faut l'abolir, ce secret défense. Manifestement, ça ne va pas assez loin. Il ne faut pas tomber d'un extrême à l'autre. Mais je pense qu'on doit améliorer tout ça. Vous appelez rapidement, Philippe Torreton, j'aimerais vous faire réagir, vous appelez finalement à une nouvelle république. Alors vous l'imaginez avec des gens normaux au sein de laquelle tout sera remis en cause, jusqu'à la protection rapprochée du président, une république sans bureau de complaisance à vie pour les anciens présidents. Enfin, est-ce qu'on est au bout d'une république là? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer le système? D'après beaucoup d'observateurs, oui, on est au bout, on est dans un système qui s'essouffle énormément. Il y a un problème de représentativité, il y a un problème de sincérité d'engagement aussi. La France on parle toujours de ces Français qui seraient durs à gouverner, mais je pense que les hommes politiques sont durs à changer aussi. On est obligé de faire des lois pour la parité, on est obligé de on est obligé de voter pour que le monde politique bouge. Regardez le tollé que ça a fait, le fait de simplement déclarer son patrimoine. Tout d'un coup, c'était une atteinte incroyable. Alors que ça existe dans d'autres pays, c'est la moindre des choses. Actuellement, on peut avoir fait de la prison, et continuer encore sa carrière politique. Alors qu'on a, pour moi, finalement, l'honnêteté d'un homme politique, c'est comme l'honneur. Une fois qu'on l'a grillé, c'est terminé. Messieurs, vous ne pouvez pas dire ça. Jean-Louis Debré, excusez-moi, mais on arrive au bout de notre discussion. Quand quelqu'un a été condamné, est-ce qu'il a été condamné à être relevé aussi de ses droits civiques? Si oui, alors il ne peut pas faire de politique. Système actuel, oui. Moi, je rêve d'un autre système, on n'aurait plus le droit. Je vous propose de continuer votre discussion. On n'aurait plus le droit. Je pense que vous en avez pour une bonne heure. Allez boire un café tous les deux. Parce que nous, il faut qu'on continue notre émission. On va retourner voir Olivier. Je ne sais plus exactement où il se balade. Peut-être bien à la médiathèque. Peut-être qu'on va vous parler des enfants. Ah bah oui, moi je suis à la médiathèque. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Là-haut, c'est à l'envers. J'ai marqué jeunesse. Et si on regarde le catalogue de cette foire, 32e foire, moi j'ouvre et hop, en ce moment je lis, en ce moment il se passe une rencontre, lire, dire et écrire des histoires aux tout petits, c'est très bon. Évidemment, la transmission, la voix, la parole, c'est important quand on veut faire aimer et connaître les livres. Et pour en parler, j'ai un spécialiste de la voix en tout cas, Bruno Puzulu, romancier également, acteur, chanteur. Et la première question, évidemment, c'est en tant que parent, la question que je me pose, c'est quand je lis une histoire aux enfants, est-ce qu'il faut mettre le ton? Absolument pas. Sinon, c'est abétissant. Il faut vivre ce qu'on lit, mais surtout pas mettre le ton. C'est comme au théâtre. Il n'y a rien de plus déplaisant quand on prend le ton pour faire comprendre aux enfants. Les enfants ne sont pas des débiles. Donc il faut jouer normalement, il faut s'investir du texte et puis essayer de le vivre. Et puis l'enfant va recevoir. Et alors il y a quelque chose qui est quand même important parce que la voix c'est quand même un transmetteur. Cette voix on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Peut-être que c'est pas ce qui est le plus important. L'important c'est qu'elle soit intéressante ou fascinante. La voix c'est un peu épidermique. Il y a des voix qu'on ne supporte pas, il y a des voix qui nous attirent d'emblée. Et vous voyez, une voix comme celle de Michel Simon, on peut pas dire que c'était une belle voix, mais qu'est-ce qui faisait qu'elle était agréable, même quand il chantait. Ça, ce sont les mystères. Ça fait intervenir l'implication de celui qui lit. Et vous, il y a une voix qui vous fascine, c'est celle de Jean-Luc Godard. Vous avez travaillé avec lui en 2001, je crois. Et sa voix vous fascine. Elle me fascine parce qu'elle est toujours au bord de la rupture, la voix de Jean-Luc Godard. On croirait toujours qu'il va s'arrêter et puis il reprend quand même. C'est un peu une voix cassée, une voix incertaine. Elle porte. Puis il y avait aussi la voix de Philippe Noiret. Je suis ici pour Philippe Noiret, pour un livre. Pour le livre que vous avez écrit. Et là, c'était une voix incroyable. Les gens quand on dit Philippe Noiret, on fait aussitôt référence à sa voix. Donc vous voyez, quelquefois, une personne est indissociable de sa voix. Et c'était le cas de Philippe Noiret. Alors Géraldine, si vous voulez demain entendre la voix de Bruno Puzulu, c'est facile parce que demain, Bruno Puzulu fait une lecture à 11h30, je crois, salle des Portes. Voilà. Trois textes qui ont reçu des prix et je lirai quelques 10 minutes de chacun. Donc venez faire un tour. Et puis du mien aussi, de mon livre aussi. Donc rendez-vous demain.
rendez-vous demain. Et pour parler de voix, eh bien, aujourd'hui, j'ai de nouveaux invités qui vont parler de la chanson. Donc ça tombe bien, Olivier, vous avez vu, on va continuer dans la voix. J'ai ici Benoît Cachin, bonjour. Bonjour. Vous publiez, vous, spécialiste de la chanson française, vous publiez là récemment un livre sur Paul Naref qu'on va apercevoir. Je ne l'ai pas ici parce qu'on va montrer un petit peu aussi les photos à l'intérieur. Avec nous également Yves Dutheil. Bonjour et merci d'être avec nous. Plaisir. Je suis très touchée de vous accueillir. Vous êtes plein de souvenirs pour moi. Et puis également Fabien Lecoeuvre, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez Le Petit Lecoeuvre illustré. Oui. Alors ça j'ai oublié de montrer votre livre aussi, Yves Dutheil, on va quand même être juste. Le livre d'Yves Dutheil, le voici quand excellent, même. Excellent La petite ouvrage. musique du silence, alors ce sont des chroniques que vous avez publiées dans le mensuel Panorama. On en parlera après. Et donc Le Petit Lecoeuvre illustré, c'est très amusant parce qu'on le feuillette, c'est par ordre alphabétique, on va de chanson en chanson et alors au fur et à mesure qu'on feuillette, on a toutes les mélodies qui défilent dans la tête. C'est vrai, je me suis amusée hier, j'ai fait ouais. mon propre jukebox et c'était effectivement des anecdotes sur les chansons. Comment sur sont nées les l'histoire. chansons? Et c'est vrai qu'à partir du moment où on connaît l'histoire, on ne les écoute plus de la même manière, les chansons. C'est ça qui éveille d'autres sentiments, à mon sens. Alors on va revenir avec vous, Benoît Cachin, sur ce livre sur Paul Naref. Vous avez décidé d'écrire sur Michel Polnareff. Ce qui est amusant aussi, c'est de dire que vous, Fabien Lecoeuvre, vous êtes son conseiller en communication à Michel Polnareff. Tout à fait. Donc, depuis il est 11 ans. Très important. Voilà, vous êtes content du livre de Benoît Cachin? Oui, d'ailleurs, Michel Polnareff avait feuilleté son ouvrage, etc. Il avait donné son accord, d'ailleurs, sachant que Benoît est une plume. Une vraie plume en tout cas. J'ai eu de la chance. C'est quelqu'un de. Ça a failli, hein. Non, c'est quelqu'un. L'amiral a donné son accord. Oui, donc tout va bien. Et surtout, il est très attaché à la chronologie des choses, à la biographie. Enfin, c'est un journaliste très soigneux dans l'application et dans le propos. Ça y est, les compliments sont posés. Alors, écrire sur les chanteurs. Moi, ça m'intrigue. C'est vrai que Yves Dutheil, il y a eu des livres écrits sur la vie d'Yves Dutheil. Ben oui, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc on a partagé, nous, la plume avec Alain Vodraska et on a fait ma première biographie, entre guillemets, à 2 plumes. Il y a le récit de Alain et puis derrière, moi, j'écris ma version, ma vision des choses. Et ça s'appelle Profondeur de chant, CHANT. Donc c'était la première biographie au bout de 40 ans de chansons. Frédéric Vitou, quand vous entendez un chanteur, quand vous aimez un chanteur, vous aimez aller lire son histoire personnelle? Oui, j'aime lire son histoire et même il m'est arrivé d'écrire sur un chanteur parce que j'avais un ami intime qui s'appelait Georges Moustaki et j'ai écrit pour lui des préfaces à des biographies, etc. Et donc je suis très sensible à tous ces liens entre la littérature, la poésie, la chanson, tout ce qui est étroitement lié. Je n'oublie pas que Charles Trenet aurait peut-être dû et aurait dû être à l'Académie française. Malheureusement, il ne l'a pas été, mais il aurait été de plein droit quelqu'un qui aurait mérité d'être à l'Académie. Donc je me sens vraiment avec vous et dans un domaine qui me touche particulièrement. Je dirais que c'est assez curieux aujourd'hui de se retrouver à cette table parce que Paul Naref, c'est pour moi un des monstres sacrés de la chanson. J'ai écrit des chansons parce que Paul Naref en a fait et je suis, j'ai pas peur de le dire, un enfant caché de Michel Polnareff. Un enfant caché de Michel Polnareff. Alors il a influencé on l'a jamais lu dans aucun des livres. Parce qu'il y a une filiation. Je pense qu'on pense souvent à Brassens, à Trenet, à Brel. Mais on n'imagine pas que des gens comme moi ont commencé à jouer de la guitare dans les années 66-67. Et au moment où Polnareff sortait La poupée qui fait non et tous ces énormes tubes qui ont fait que j'ai saisi la guitare et les premiers accords que j'ai joués sur ma guitare, c'est ceux de La poupée qui fait non. Et le reste a suivi, c'est-à-dire j'ai tiré le fil et Polnareff est devenu une source d'inspiration incroyable parce qu'à l'époque, quand il est sorti, il ne ressemblait à personne. Il était un espèce d'ovni dans le monde de la chanson et moi j'ai attrapé au vol toutes ces chansons incroyables qu'il avait écrites et j'ai continué à suivre tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui comme un admirateur féroce et un interprète forcené des chansons de Polnareff. Alors, dans le livre effectivement que vous publiez, c'est chronologique, des photos complètement étonnantes parce qu'en fait, selon au moment où on est né, on a connu des Polnareff différents. Moi, j'ai connu un grand chevelu avec des lunettes, un mec qui se cachait. Mais il a été aussi brun avec les cheveux courts. Son visage finalement. Ouais. Et on trouve des premières photos de lui où il est, il est à nu, j'ai envie de dire. Mais Polnareff, c'est un personnage, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est évidemment de la musique, c'est un mélodiste de fou, quoi. C'est absolument incroyable ces mélodies, mais c'est aussi un look. C'est un personnage, c'est un univers. C'est pour ça que c'est passionnant d'écrire sur Polnareff, parce que c'est un artiste qui a un univers et beaucoup d'artistes manquent justement cruellement d'un univers. Lui, c'est un bonheur, quoi. C'est à chaque année, il y a un look différent, il y a des styles.
Et en plus, il faut pas oublier que Polnareff, il a toujours été avant-gardiste. C'est-à-dire que même en 66 déjà, il arrive, c'est une révolution, hein, parce qu'il balaye les yéyés d'un revers de main. Et puis, mais il a aussi inventé le disco. Polnareff, les gens le savent très peu, mais dès 75, il y a des chansons disco de Polnareff, par exemple. Alors Polnareff, on voit bien que c'est une source inépuisable. Fabien Lecoeuvre, ensuite, écrire sur les chanteurs, c'est aussi une attente du public qui est forte. Vous vous rendez compte que à travers les émissions que vous faites sur le réseau de France Bleu, sur France 2, il y a une attente de qui est derrière le chanteur. Il y a des chanteurs qui attirent plus que d'autres, j'imagine. Oui, parce que les chansons et les chanteurs appartiennent à nos vies. On n'ose pas se l'avouer, mais finalement on a toujours une chanson dans le cœur. Jean Ferrat avait dit on ne guérit jamais de son enfance. C'est exactement ça finalement. On court toujours après son enfance les années suivantes. Et c'est ça qui est fort. Et moi, quand je raconte comme ça des histoires de chanteurs, je dois surtout ne jamais trahir l'artiste lui-même. Alors quand il est auteur-compositeur, évidemment, mais aussi quand il n'est simplement qu'interprète. Oui, puis vous allez le recroiser après, quand vous écrivez sur un chanteur. Il faut rassembler les puzzles. C'est très difficile. En ayant toujours cette élégance de ne vexer personne, de ne rien retirer à personne. C'est très compliqué. Donc c'est un vrai travail qui demande des années, évidemment. Toutes ces histoires secrètes de chansons. Voilà. J'ai envie de revenir avec vous, Yves Dutheil, parce que vous arrivez avec différents ouvrages qui parlent aussi de la chanson, et puis ces chroniques, la petite musique du silence. Alors on se dit, tiens, il nous parle de musique, il nous parle de silence. Qu'est-ce que c'est ? Parce que un jour, Bertrand Révillon, qui était rédacteur en chef de Panorama, qui est une revue qui paraît tous les mois, m'a demandé un jour d'écrire une chronique chaque mois dans son magazine. Et j'ai imprudemment dit oui, et ça a duré 9 ans. Et donc c'est le recueil de toutes ces chroniques que j'ai écrites sur près de 10 ans. Et alors écrire une chanson, écrire une chronique, c'est pas tout à fait le même exercice ? Non, mais en fait c'est très intéressant de se confronter à la prose quand on écrit en vers, parce que c'est un peu la même démarche. Et dans une chronique, vous avez une contrainte, 2500 signes. Alors quand vous êtes inspiré... Ça c'est une contrainte de journaliste aussi, on connaît bien. Réduire, il faut être plus concis. C'est un exercice qui m'a énormément appris, parce qu'on se rend compte que quand on laisse libre cours à son inspiration, on dit sans s'en rendre compte plusieurs fois la même chose. Donc on peut supprimer des tronçons de phrases, des morceaux, des paragraphes, sans dénaturer le texte pour aller à l'essentiel. Et sans changer la signification. Est-ce que certaines de ces chroniques ont donné naissance à des chansons ? Non, parce que c'était vraiment un autre registre. Je me suis senti plus écrivain public à travers ce livre. Et puis j'aime beaucoup la démarche du livre parce que c'est une interface, le livre. C'est-à-dire que vous écrivez votre chronique ou votre texte, votre livre, et puis il va passer par un imprimeur. Mais quand le lecteur aura le texte dans la main, eh bien il y a d'un côté le lecteur et de l'autre côté vous. Alors que dans la chanson, il y a énormément de techniques. Il y a du mixage, il y a du son, il y a des musiciens, il y a des ingénieurs, il y a des orchestrateurs, il y a toute une chaîne de techniciens qui vont se situer entre vous et le lecteur. Le livre, c'est incroyable parce que à partir du moment où vous avez livré votre texte, vous êtes en direct avec le lecteur. Et ça, je trouve que c'est une autre démarche que de faire des chansons. Parce que, bon, c'est vrai que j'ai un côté artisan, quoi. Quand j'écris des chansons, j'essaie de les faire le plus simple possible et c'est parfois difficile de faire simple. Mais là, c'est encore une simplicité plus énorme parce que c'est en direct, quoi. Alors le livre en prise directe avec le lecteur, je crois qu'on le voit ici dans cette foire, il y a énormément de monde, les gens viennent rencontrer les auteurs et je crois, Olivier, que vous êtes en contact avec le public, ces gens qui viennent à la rencontre des auteurs. Ah ben oui, tout à fait. Regardez derrière moi, nous avons Anne, dessinatrice, qui est en train de faire une dédicace. Hélène, Noé, c'est toi qui as choisi le livre. Qu'est-ce que c'est exactement ? La sorcière qui fait des bêtises. La sorcière fait des bêtises, celle-ci. Et tu l'as choisie. C'est pour toi, ça ? Non, c'est pour mon petit frère. Pour mon petit frère. Ton petit frère qui a quel âge ? Il a 5 ans. Il a 3 ans. Toi, tu as 5 ans. Et mon petit frère a 3 ans. Et ton frère a 3 ans. Vous, vos enfants, alors, vous les amenez à la lecture ? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très important d'avoir le rapport au livre, d'avoir le papier encore, enfin d'être... Le livre du soir, c'est un rituel qu'on a... voilà, c'est très important. Alors, ils sont friands des livres.
Vos enfants maintenant donc, sont dans les livres, mais vous-même, alors si j'ai bien compté un enfant de 5 ans, un enfant de 3 ans, ça vous laisse du temps pour lire ça? Plus tellement, plus autant que j'aimerais. Comment vous faites? Vous arrivez un petit peu à gratter? Un petit peu, le soir, au lieu de regarder la télé, je vais prendre un petit livre et me détendre avec. Et vous trouvez ici ce que vous cherchez, les auteurs qui vous intéressent? Oui, j'ai repéré quelque chose. Oui. Il y a et des vous, livres, vous allez y aller dans la foulée? Voilà, c'est ça. Je vais faire un petit tour après avec Noé pour lui faire découvrir d'autres livres. Alors je crois que ce livre, vous êtes en train de lâcher, je vais vous laisser le payer. Hein. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. On laisse Madame Hélène payer son livre et puis Géraldine, je vous rends pour la dernière fois l'antenne. Merci Olivier, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de temps dans cette première partie, mais on est encore à Saint-Louis pour toute la journée. Frédéric Vitou, on n'a pas encore parlé de votre dernier roman, Les Désengagés. Oui, on va dire une forme de... Oui, alors voilà. Je sais que vous avez une rencontre demain matin aussi pour parler de l'engagement et on parlerait de ce roman. Une transposition, j'ai envie de dire, d'un opéra de l'histoire du Chevalier à la Rose dans la période de mai 68. Voilà. Vous êtes, j'ai envie de le rappeler aussi, vous avez écrit le dictionnaire amoureux des chats. Peut-être que les gens vous connaissent davantage pour ceci. Vous êtes un vrai amoureux des chats. Voilà, un véritable amoureux des chats et aussi de la musique. Voilà, mais ce roman est un roman aussi sur le rapport amoureux d'une femme mûre et d'un jeune amant. Voilà, comme dans Le Chevalier à la Rose. Il y a d'ailleurs un chat et il s'appelle le Petit Quinquin, en référence à l'opéra. Exactement. J'ai trouvé ça absolument adorable. C'est gentil, merci. Voilà, bon, Frédéric Vitou, vous êtes encore évidemment à la foire toute la journée et demain encore, vous restez encore demain à Saint-Louis. Vous êtes là, oui, en tant que président, je crois que vous pouvez difficilement vous échapper trop vite, mais c'est bien, vous serez en prise avec le public encore pendant ces 2 jours. Moi, je vous remercie beaucoup d'être resté avec nous pendant toute cette heure. C'était un plaisir. Mais pareillement. De ces belles rencontres aussi voilà, avec des auteurs si variés et si passionnants les uns et les autres. Avec un débat politique qui était assez extraordinaire. Il se passe parfois des choses étonnantes sur les plateaux télévision. Dans quelques minutes, vous aurez droit aux informations de la mi-journée. Elles seront présentées par Sylvie Malal. Et puis nous, on va pouvoir se retrouver juste après. L'émission n'est pas terminée. On va se retrouver avec Audrey Pulvar et Dominique de Saint-Pern, toutes deux journalistes, toutes deux femmes qui ont écrit sur les femmes. Donc je vous donne rendez-vous. À tout de suite. Merci. Pour faire une bonne sardine parmentier, il faut choisir des sardines pêchées à la meilleure saison. Il faut les préparer soigneusement à la main. Vous, votre travail, c'est de faire ça. Parmentier, petite boîte, grand moment. J'en avais assez de me réveiller la nuit. Grâce à Nova Nuit et sa triple action, je m'endors plus facilement et ne me réveille que quand je l'ai décidé. Nova Nuit, pour le sommeil dont vous rêviez et sans dépendance. Numéro 1 des compléments alimentaires sommeil en pharmacie. Lot numéro 45, une magnifique nature morte du XVIIIe siècle. Commençons à 3 000 €. Allez, des courgettes, des tomates, ils sont bons mes légumes, ils sont frais mes légumes. La Salvetta, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Ma cuisine est toujours impeccable, mais mes plaques vitrocéramiques, elles sont vraiment ternes. Est-ce que je les nettoie correctement? Tous les produits ne se valent pas. C'est pourquoi nous recommandons seulement Vitroclaine. Les résultats sont parfaits sur les plaques vitrocéramiques et à induction. Vitroclaine, et vos plaques restent comme neuves. Et pour une protection efficace, Vitroclaine existe aussi en crème. Je croyais tout savoir sur les os, jusqu'au jour où, malheureusement, ma mère m'a prouvé le contraire. Pourtant, elle a une bonne habitude pour ses os. Elle mange des produits laitiers tous les jours. C'est là que j'ai appris que la vitamine D, c'est important. Pourquoi? Parce que ça aide à fixer le calcium pour la santé des os. Et j'ai découvert Câlin Plus. Câlin Plus est le premier à apporter 100% des besoins quotidiens en vitamine D. Alors moi, j'ai pas attendu de faire de vieux os pour m'y mettre. Câlin Plus, calcium et vitamine D pour la santé des os. Envie d'évasion, de vacances, l'espace agence de voyage vous apportera forcément une solution adaptée à vos attentes et à votre budget. Des agences françaises et allemandes vous proposeront un large choix d'offres. Et en plus, c'est ouvert le samedi et le dimanche et le parking est gratuit.
Il ne reste plus qu'à trouver votre destination et à faire vos valises. Ma jardinerie, vous succomberez à votre jardin. Tout de suite, la météo régionale sur France 3 avec les audioprothésistes Entendre. Bonjour à tous, fini la belle parenthèse ensoleillée en Alsace. Les nuages qui ont envahi notre région ne nous quitteront pas de la journée. Ils occasionneront en prime des averses. Ces dernières pourront prendre un caractère orageux par endroits et s'accompagner de coups de vent. Une certaine douceur se maintiendra aujourd'hui. Comptez 16 degrés à Sarre-Union, 17 degrés à Saverne, 18 degrés à Thann, 19 degrés à Colmar. Une petite accalmie à savourer demain matin. De faibles averses persisteront localement, mais le soleil pourra aussi faire quelques apparitions. Au petit jour, le thermomètre affichera 9 degrés à Mulhouse, 10 degrés à Célestat, 11 degrés à Colmar, 12 degrés à Saverne. Ce samedi 25 avril est dédié aux marques. Très belle journée à tous. C'était la météo régionale sur France 3 avec les audioprothésistes Entendre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur France 3 Alsace. L'actualité de ce matin, essentiellement sportive. 4-1 pour le Racing face à Istres. À la Méno, l'espoir d'une montée est toujours permis. Manuel Gotz, Thierry Sitter. Je garde le sourire. Je garde le sourire. Et le Racing avait de quoi avoir le sourire hier soir. Istres n'a pas pesé bien lourd. Bauken, à la 16e minute, ouvre le score. Bauken qui lance Blaillac en profondeur. Le jeune, le gardien estrin, repousse sur Bauken. Main provençale. Blaillac transforme le pénalty. Blaillac, encore lui, à la 37e minute, pour le 3-0 et un nouveau doublé pour l'attaquant strasbourgeois. C'est toujours important de marquer, surtout dans le sprint final où on a des matchs à fort enjeu. Voilà, pour la confiance, c'est hyper important. Voilà, donc je suis content d'avoir marqué, mais surtout que l'équipe ait gagné. En deuxième période, CK de la tête inscrit le 4e but. La réduction du score est anecdotique. Le Racing s'impose 4-1. Bourg a été défait par Luçon. Le Paris FC accroché à Boulogne. Strasbourg revient à 3 longueurs du podium. C'est juste un argument de plus pour y croire. Il fallait que ça arrive aujourd'hui. Maintenant, tout est à refaire la semaine prochaine. Donc voilà, il faut profiter du week-end pour apprécier et puis après se remettre en question. Je n'ai pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Et ce vendredi, le Racing ira défier Fréjus Saint-Raphaël. Et le stadium de Colmar avait le sourire lui aussi hier soir. Et pour cause, après 7 mois sans succès sur leur terre, les SR se sont imposés face à Épinal, 2-1. L'ouverture du score pour les Verts grâce à Youssouf Touré en fin de première mi-temps. La deuxième période plus crispante avec une domination spinalienne et cette égalisation à la 59e minute. C'est Diawara qui va soulager les Verts 6 minutes plus tard. On va voir ce but. Deuxième victoire de suite donc pour Colmar face à des concurrents directs pour le maintien. Ça va donc mieux et c'est un vrai soulagement pour tous. À commencer par le coach Didier Olé-Nicole. On sentait qu'il y avait une chape de plomb qui était un petit peu sur le stade, sur les dirigeants, sur un peu les partenaires, sur un peu tout le monde, mais à juste titre. Tout le monde commençait à être crispé, et les joueurs aussi, on le sentait. Et pour décrypter tout le monde, l'idée c'était de se dire, voilà, en une semaine, il y a 2 matchs. Les matchs, voilà, on n'est pas loin du compte, et en gagnant 2 matchs, en faisant une bonne semaine et 2 bons résultats, on va se sauver. Tattoo World 2015, c'est ce week-end et c'est à Strasbourg, au port du Rhin. Jusqu'à dimanche, une centaine de tatoueurs vont faire danser leurs aiguilles sur les peaux dans une ambiance de festival. Karine Fex, Philippe Dezante. Souvent, c'est l'image qu'on a des tatoués musclés. Cliché ?
Un peu, surtout lorsqu'on jette un œil au stand d'à côté. Pour Boy, Edwin, le tatouage, c'est une tradition ancestrale. Ils sont venus de Bornéo exprès pour montrer leur talent. Xavier, lui-même tatoueur, n'a pas résisté. C'est moins douloureux que la machine. Ça agresse moins la peau, je trouve. Et c'est par rapport à la technique employée, c'est quelque chose que j'avais envie de découvrir. Donc au final, la douleur, je fais abstraction et je prends des notes. 1 heure et 200 € plus tard, voilà le résultat. Une fleur d'aubergine, symbole du passage d'un garçon à l'âge adulte, une tradition à Bornéo. Mon grand-père m'a transmis cet art. Je perpétue cette tradition. Je fais vivre ma tradition, ma culture pour les générations futures aussi. Pour cette 3e édition de Tattoo World, plus de 6000 visiteurs sont attendus. Concerts, expos, documentaires, les organisateurs ont mis le paquet pour séduire tout le monde. Le but, c'est de fédérer. Quand on parle de fédérer, c'est pas seulement notre milieu et le milieu de fans, mais aussi bien sûr montrer au public ce qu'est le tatouage international et offrir aux yeux des gens quelque chose d'assez exceptionnel au niveau artistique, quoi. Je suis un rêve tatoué. Et pour les néophytes qui voudraient sauter le pas, la convention serait le bon plan, avec des tarifs moins élevés qu'en salon, à condition d'accepter tous les regards. Et comme chaque samedi, un tour d'horizon de l'actualité transfrontalière, en bref, avec le commentaire de Francis Berst. Monica, une mère de famille de Fribourg, vit dans le désespoir. Sa fille Maria a disparu il y a près de 2 ans. Depuis, elle n'a plus aucune nouvelle. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Je n'arrive pas à me l'imaginer. C'est une jeune fille qui est partie et aujourd'hui, c'est une jeune femme. Il me manque une part de vie. Monica a envoyé des centaines de milliers de mails. Elle a eu des réponses. Sa fille aurait été vue en Pologne en 2013 en compagnie d'un homme âgé de 53 ans qui ferait l'objet d'un mandat d'arrêt international. La maman ne cesse de s'interroger. Elle ne perd pas espoir, mais la déchirure est immense. Le cannabis, c'est d'abord une drogue, en tout cas en France. Mais en Allemagne, c'est parfois un médicament prescrit en toute légalité par un médecin en vue de soulager des douleurs extrêmes. Cette patiente en fait un usage constant avec d'autres prescriptions et elle en ressent les bienfaits. Les douleurs viendraient aujourd'hui plutôt du côté du portefeuille car le cannabis est onéreux et des voix s'élèvent outre-Rhin pour qu'il soit remboursé par les caisses d'assurance maladie. Écrire pour être lu, c'est l'objectif. Mais ici, dans cette classe multiculturelle, écrire, c'est un art. Graphique, calligraphique. Sous la plume du maître Ibrahim, les élèves écrivent comme on dessine, dessinent comme on peint. L'homme de lettres est devenu un homme de l'art. Et à propos de belles lettres, on repart tout de suite au salon du livre de Saint-Louis où on retrouve Géraldine Dreyer et toujours en excellente compagnie, Géraldine. Oui, c'est vrai, Sylvie, on est à France-3 Alsace est posé pour encore toute la journée au Salon du Livre de Saint-Louis. Nous sommes en direct et j'ai effectivement avec moi une belle compagnie. Je suis entourée de 2 femmes, 2 journalistes. Il y a avec moi Audrey Pulvar, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous publiez une série de 21 portraits de femmes remarquables. Et parmi ces femmes-là, il y a notamment la baronne Blixen. Et baronne Blixen, c'est le titre de votre roman, Dominique Saint-Pern, un roman entièrement consacré. Alors c'est documenté, mais c'est un roman. Il y a aussi une forme, votre regard, votre image de cette femme-là. Alors la baronne Blixen, c'est important quand même pour que tout le monde sache bien de qui on parle. Il s'agit de l'héroïne du film Out of Africa. C'est le film finalement qui l'a rendue célèbre. Est-ce que c'est un film qui résume bien la femme qu'elle a été ? Je vous laisse en parler, Dominique. Je pense que le film, oui, il ne la résume absolument pas. C'est une de ses facettes à cette époque-là. Et c'est quand même une image d'Épinal que finalement on garde. Et elle était vraiment différente. Elle s'est réinventée après l'Afrique. Elle avait une possessivité, mais depuis l'enfance. Et ça, je trouve le film édulcore un petit peu, y compris à travers sur son regard.
devoir vis-à-vis des Africains qui elle était une colon. Hein, elle était peut-être plus fine que l'image qu'on en a donnée. Voilà, une colon éclairée, mais une colon malgré tout. Audrey Pulvar, vous dites à propos du film, la baronne est caricaturée en pauvre chose fragile, extatique, soumise à l'emprise de son cœur de midinette. C'est un film qui effectivement, au moins lui rend hommage, c'est déjà ça. Il a permis de la rendre peut-être différemment célèbre. Voilà, parce qu'elle n'était pas tellement l'a fait lue. connaître du très grand public, parce que à son époque, elle était très connue. De son vivant, elle était très connue. Enfin, en tout cas, dans la deuxième ou peut-être même troisième partie de sa vie, quand elle revient d'Afrique, elle retourne chez sa mère. Elle se réinvente, elle écrit, elle a beaucoup de succès. Elle part, on va en parler tout à l'heure, elle part aux États-Unis. Donc, de son vivant, elle a connu le succès. Ce film l'a fait connaître du grand public contemporain, tant mieux, mais ce serait vraiment dommage, c'est juste ce que je voulais dire, ce serait vraiment dommage de réduire Karen Blixen, à ce livre Out of Africa, parce qu'elle n'a évidemment pas écrit que ça, et 2, à l'image qu'en donne ce film. C'était vraiment une femme, à la fois une femme libre, une femme forte, une femme indestructible, quasiment. Alors, et qu'est-ce qui vous a amené l'une et l'autre à vous intéresser à ce destin-là? À quel moment est-ce que vous avez fait sa connaissance? À quel moment vous avez voulu vraiment vous dire maintenant je vais lui consacrer un livre? Alors, en ce qui me concerne, c'est le plus grand des hasards. Je n'avais pas vu le film, je n'avais jamais lu Karen Blixen. C'était à la fin des années 90. J'étais à Copenhague et on m'a conseillé d'aller voir le musée Blixen. Et c'est une maison qui est au bord de la mer du Nord, à 20 km de Copenhague. La tombe de Karen Blixen est dans le parc. C'est une pierre à fleur de terre. Ça respire la paix et elle ne fait qu'un avec la nature. Et cette maison est tchécovienne. Et vraiment, il y a encore un esprit. Il y a l'esprit de Blixen qui est là et qui vous parle, je dirais. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à elle. Donc j'ai découvert son œuvre, qui est une œuvre tout à fait... Elle n'appartient à aucune école, à aucun courant. C'est un espèce de diamant noir qui a surgi comme ça et qui d'ailleurs n'a pas engendré de successeur. Il n'y a pas vraiment... Elle est unique. Et voilà, donc là, je me suis intéressée à elle. Ensuite, j'ai découvert sa vie à travers une biographie. J'ai enfin vu le film et j'ai découvert aussi des choses sur la seconde partie de sa vie qui m'ont dit, il faut écrire un roman, il faut écrire quelque chose sur elle. Voilà. C'est vrai que sa vie était un roman, était plusieurs romans à la fois. Est-ce qu'elle est une héroïne, finalement, cette femme-là? Pour moi, oui. Pour moi, elle est une héroïne. D'abord, pour ce côté traversée du siècle, si vous voulez. C'est quelqu'un qui... elle est décédée, elle avait quoi, 77 ans à peu près. Oui, en 62. Donc, et finalement, presque de ses premiers pas jusqu'à son extinction, elle a toujours été dans une espèce d'intensité, de vibrillance par rapport au monde qui était le sien, au destin qu'on voulait lui imposer. Et elle a toujours été, mais depuis toute petite, on le sent quand on voit un peu sa vie, quand on s'intéresse à ce qu'elle a écrit. Depuis toute petite, elle a toujours été en opposition avec la main du destin, entre guillemets, enfin ce que d'autres voulaient décider pour elle. C'est une forme de dans rebelle. ça. Est-ce qu'elle a ouvert des portes pour la femme en général? Est-ce qu'elle a ouvert des portes sur la place de la femme? Elle a ouvert des portes, oui, oui et non, parce qu'elle n'est effectivement, à mon sens, pas assez reconnue pour ça. Mais oui, elle a ouvert des portes. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup apporté dans la construction de ma pensée féministe. Elle a ouvert des portes par cette résolution, enfin cette détermination à exercer la liberté d'être soi. Ça l'a toujours guidée de l'enfance. Évidemment, le suicide de son père est quelque chose qui la hante jusqu'à la fin de ses jours. Mais en même temps, son père était déjà quelqu'un de très libre. Son père était déjà quelqu'un de très anticonventionnel par rapport à une mère qui l'étouffait, qui l'écrasait, des conventions, de la religion, presque de la bigoterie. Donc elle était déjà enfant en opposition par rapport à ça et en recherche d'un oxygène différent, et elle l'a été jusqu'à la fin de sa vie, et elle a une vie, il vaut mieux que vous en parliez parce qu'effectivement vous lui consacrez ce roman, elle a plusieurs vies,
Elle a plusieurs vies, elle a plusieurs visages. C'est quelqu'un qui, quand elle rentre d'Afrique, est dépossédée d'elle-même. Elle a perdu sa ferme, elle a perdu l'homme qu'elle adorait. Et elle a 47 ans, elle n'a plus d'argent, elle n'a pas un sou, elle est ruinée. Elle a contribué un peu à la faillite de la famille également, parce que la famille a financé son rêve africain pendant 17 ans. Et elle disait, mais c'est leur argent, parce qu'ils voulaient vendre. C'est leur argent, mais c'est ma vie. Et sa vie était là-bas. Elle ne l'envisageait pas ailleurs. Planteuse de café en Afrique, c'était son destin, c'était la vie qu'elle se voulait. Et donc quand elle rentre à 47 ans, elle n'a plus un sou. Donc elle doit se réinventer complètement. Elle est démunie, mais en même temps elle a ce don d'écriture. Et c'est son frère qui la pousse à écrire. Elle racontait des contes déjà. Elle était une conteuse orale magnifique. Donc elle s'est mise à écrire. Et alors féministe, je veux bien, mais elle a été féministe un peu par nécessité. Mais quand elle publie son premier livre, elle choisit un pseudonyme masculin, persuadée qu'un livre écrit par une femme danoise, pas connue, ne rencontrera pas le succès. Donc elle est très ambiguë par rapport au féminisme. Et d'ailleurs, elle disait je suis féministe, mais je ne suis pas féministe au sens où on l'entend aujourd'hui. Voilà. Et elle disait que ce qui était important, c'est pas ce que la femme faisait, mais ce qu'elle était. Mais ça valait aussi pour les hommes, c'est-à-dire le courage d'être soi. C'était ça, au fond. Le féminisme, hein. Voilà, oui, bien soi. sûr, bien sûr. Mais elle n'a jamais fait participer à un mouvement collectif. Absolument. Voilà. Elle n'a pas été à l'origine d'un mouvement politique ou d'action, etc. Voilà. Mais elle a été dans sa vie et dans sa décision d'assumer la liberté d'être soi et son combat permanent pour cela. Elle a été féministe. Oui. J'ai trouvé un élément commun de sa vie que vous abordez l'une et l'autre de manière différente dans vos deux livres. C'est une rencontre qu'elle a eue avec Marilyn Monroe aux États-Unis. Oui. Alors il existe une photo, je crois qu'on va vous la montrer à l'antenne. Elle a voulu rencontrer Marilyn Monroe. Alors il y a deux aspects. Déjà, je me suis dit, mais pourquoi Marilyn Monroe et qu'est-ce qu'elles avaient bien à se raconter? Et alors, dans un deuxième temps, Audrey Pulvar, vous faites aussi le portrait de Marilyn Monroe dans ce livre. Moi, j'ai découvert une autre Marilyn Monroe. Alors déjà, première chose, qu'est-ce qu'elles avaient à se dire, ces deux femmes? Oh, écoutez, c'était deux stars qui. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit pendant ce déjeuner. C'était Carson McCullers a demandé à Blixen quand elle avait 74 ans. Blixen, elle était enfin en Amérique où elle n'avait jamais réussi à aller alors que c'était son public était là. Et qui aimeriez-vous rencontrer? Elle a dit Marilyn Monroe. À la grande surprise d'ailleurs de Clara Svensson qui était sa secrétaire qui avait jamais compris. Mais son éditeur m'a dit Karen Blixen savait très bien ce qu'elle faisait. Il y a cette photo où on voit Marilyn éclatante, crémeuse, enfin vraiment et puis ce visage de Karen Blixen tel un lutin, toute petite et tout. Et c'est vrai que c'est un peu les deux visages de la féminité. Et elle savait très bien ce qu'elle faisait. Blixen, c'était la belle et la bête d'une certaine manière, et ça frappait les imaginations. Et donc elle a adoré Monroe, et elle a dit me faisait penser à un petit lionceau que mes squatters m'avaient offert. C'est la même innocence, la même joie de vivre, mais elle avait relâché le lionceau parce qu'elle savait qu'il ne pourrait jamais vivre en captivité. Et c'était un peu pareil avec Monroe. Justement, Marilyn Monroe a refusé de vivre en captivité. Et je suis pas du tout étonnée que ces deux femmes aient voulu se rencontrer. D'abord, Marilyn Monroe parce qu'elle avait cet appétit de culture, cet appétit de littérature, cet appétit d'être autre chose que ce qu'on croyait d'elle. Elle a passé toute sa vie, elle aussi, Marilyn Monroe, à se battre pour être autre chose que ce qu'on voulait qu'elle soit. Et même si beaucoup pensent qu'elle est rentrée allègrement dans les images, etc., dans ce qu'on imaginait d'une femme objet, elle était tout sauf ça. Et que Karen Blixen ait voulu la rencontrer ne m'étonne pas beaucoup non plus. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange à toutes les deux. Je rappelle votre roman, Dominique de Saint-Pern, Baronne Blixen, et Libre comme elle, c'est la série de portraits que vous publiez de femmes remarquables, Audrey Pulvar. Merci à toutes les deux. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. On se retrouve à 16h15 pour encore une émission en direct. On parlera de la relation entre les auteurs et les éditeurs. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.